Chers collègues, après près de 4 mois de travail, une vingtaine d'auditions qui nous ont permis d'entendre près de 70 personnes, allant de représentants d'administrations, d'organismes de recherche, d'associations, d'entreprises, de syndicats, des économistes, on va dire de toute obédience, des avocats, fiscalistes et des commissaires aux comptes, après avoir analysé et comparé toutes les différentes études existantes sur le sujet et sollicité l'expertise du CPO, comme vient de le rappeler le président, qui a remis fin juin 2023 à la Commission des finances une étude actualisée, nous vous présentons aujourd'hui le rapport d'information sur le différentiel de fiscalité entre entreprises que j'ai initié et dont je suis le co-rapporteur plutôt, avec Jean-René Cazeneuve. J'en profite également et avant tout pour remercier les administrateurs, notamment Julien Baudin et Antoine Lenormand, et ainsi que nos collaborateurs d'ailleurs, pour leur diligence et pour l'ampleur du travail qu'ils ont abattu en quelques mois pour parvenir avec nous aux résultats présentés ce jour. Pour vous redonner des éléments de contexte, cette mission s'inscrit dans la lignée des travaux produits par la mission Flash sur les entreprises ayant dégagé des profits exceptionnels pendant la crise. Celle-ci avait permis de revenir sur une étude de 2019 de l'Institut des politiques publiques, IPP, qui fut le point de départ de notre mission. Cette étude reposait sur les taux d'imposition implicite portant sur les entreprises entre 2005 et 2015. Le taux d'imposition implicite, c'est un taux calculé en rapportant le montant de l'impôt payé au résultat de l'activité de l'entreprise. Autrement dit, ça permet de déterminer l'imposition réelle des entreprises. L'étude de l'IPP 2019 avait démontré que ces taux d'imposition implicite avant report étaient plus bas pour les grandes entreprises que pour les PME, avec respectivement des taux moyens de 17,8% et de 23,7% en 2015, soit près de 6 points d'écart. C'est cet écart important qui nous a amené à cette étude afin de se représenter à la fois l'ampleur et les causes de ce problème et de déterminer les réponses à y apporter. Nous avons alors pu constater que les 3 grandes études réalisées sur ce sujet, celles de la DG Trésor en 2011, du CPO 2017, de l'IPP en 2019, confirment que le taux d'implicite de taxation des bénéfices des grandes entreprises était significativement inférieur à celui des entreprises de plus petite taille, au moins jusqu'en 2012, même avec des différences entre ces études. La version actualisée à notre demande de l'étude du CPO laisse apparaître une réduction sensible de cet écart avec le temps, bien qu'il persiste. Le différentiel entre les grandes entreprises et PME ayant des résultats positifs en termes de taux implicite avant crédit d'impôt était selon eux de 1,6 points en 2017 contre 3,1 points selon la même méthodologie en 2014. À noter que c'est avant crédit d'impôt qui, on le verra plus loin, avantage les grandes entreprises. Cette diminution incontestable est à nuancer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous n'avons à disposition que cette actualisation du CPO, mais pas celle de l'étude de l'IPP, qui était notre point de départ et dont nous n'avons pas de résultats que jusqu'en 2015. Or, en 2014, la méthodologie du CPO le conduisait à montrer un différentiel de 3,1 points entre taux de grandes et de petites entreprises, contre un différentiel à la même époque de 4,4 points avec la méthodologie de l'IPP, aux mêmes dates et avec les mêmes paramètres, mais pas le même échantillon. C'est certainement principalement ce qui explique cette différence. Ce qui peut laisser à penser qu'une actualisation de l'étude de l'IPP conduirait à un écart probablement un peu plus important que le 1,6% du CPO. Ensuite, et surtout, plusieurs éléments laissent à penser, enfin en tout cas me laissent à penser, que cet écart constaté a pu, depuis 2019, dont datent les dernières données prises en compte par nos études, repartir à la hausse. Ce n'est pas certain, mais c'est y compris envisagé par le CPO. Alors d'abord, le CICE, qui avait été mis en place en 2013, était, selon la DG Trésor, le principal facteur explicatif de la diminution du taux d'implicite d'imposition après crédit impôt des PME en 2019. Si l'on s'en tient au périmètre de l'imposition des entreprises et qu'on ne l'élargit pas à l'ensemble des prélèvements obligatoires, il est donc évident que la bascule du CICE en allègement de cotisations sociales en 2019 a pu conduire à rehausser les écarts de taux implicite entre petites et grandes entreprises. Selon le CPO toujours, il est aussi probable que l'écart de taux implicite se soit accru entre 2019 et 2022, puisque la baisse du taux de l'IS avait d'abord principalement concerné les petites entreprises entre 2018 et 2019, alors qu'à partir de 2020, c'est pour l'ensemble des bénéfices des entreprises que son taux a été ramené à 28%, ce qui a eu pour effet d'abaisser de manière plus importante le taux implicite des sociétés de plus grande taille. Il y a ensuite un autre facteur pouvant laisser penser une augmentation du différentiel ces dernières années, c'est la suppression prévue progressive de la CVAE. En effet, celle-ci ne touchait que les entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros et le gain de la suppression de sa part régionale a bénéficié à 26% aux plus grandes entreprises et est capté aux 2/3 par les 10 000 plus grandes entreprises. Enfin, dernier indice pouvant laisser à penser à une augmentation de ce différentiel est lié à la conjoncture économique actuelle. La hausse actuelle des taux d'intérêt pourrait en effet, elle aussi,
renforcer ces écarts puisqu'elle offre la possibilité d'imputer plus fortement les charges financières sur la base imposable des entreprises. Mais en résumé, il y a baisse de cette différenciation de taille. Par contre, on relève des différenciations très importantes à l'intérieur de chaque catégorie selon les secteurs, et je vais y revenir plus encore, selon qu'une entreprise est une dimension multinationale ou pas. Un des principaux facteurs explicatifs au différentiel est la déductibilité des charges d'intérêt. En effet, comme les grandes entreprises en prennent plus et plus facilement que les PME, elles profitent bien plus qu'elles de la déductibilité des charges d'intérêt. En 2007, les grandes entreprises parvenaient ainsi à baisser de 13,9 points le niveau de leur taux d'implicite par rapport à celui de l'impôt sur les sociétés, contre seulement 3,7 points pour les PME. Ça s'est arrangé entre 2017 et d'ici 2019, notamment en fonction de modifications législatives ou réglementaires, mais n'empêche, nous constatons toujours une différentielle quand même assez importante sur ces questions de déduction de charges d'intérêt qui peuvent en plus donner lieu à un moment donné à l'optimisation via notamment des holdings. L'autre grand facteur explicatif de ces différentiels de fiscalité se situe au niveau des dispositifs de type de crédit et réduction d'impôts. Outre le CICE dont j'ai parlé, l'autre crédit d'impôt qui fait au cœur de nos discussions est bien entendu le crédit impôt recherche dont hier la Cour des comptes nous a abondamment parlé. Les auditions que nous avons menées ont permis de pointer que ce crédit d'impôt est difficile d'accès pour les petites entreprises en raison de la complexité des démarches à effectuer pour l'obtenir. Les grandes entreprises, en revanche, en profitent à la fois parce qu'elles peuvent se permettre de consacrer du temps et du personnel à ces démarches, mais aussi en raison de leur plus grand volume de dépenses dans la recherche, en tout cas de volume avancé par elles. Le crédit impôt recherche bénéficie ainsi principalement à 36% aux grandes entreprises à hauteur de 7,2 milliards. Hier, la Cour des comptes rappelait que 83% des bénéficiaires de cette crédit impôt recherche étaient les PME, mais que, en termes de somme, ça ne représentait que 28% des sommes. Nous avons également constaté que ce crédit impôt à lui seul leur permet de diminuer le taux implicite d'imposition nette de 5,4 points, je parle des grandes entreprises, contre seulement 2,5 et 3,6 pour les micro-entreprises et les PME. De ce point de vue-là, l'exemple du groupe Sanofi qui bénéficie du crédit impôt recherche à hauteur d'une centaine de millions d'euros par an a pourtant supprimé des centaines d'emplois dans la recherche ces dernières années, et qui montre aussi qu'il y a un problème très certainement a posteriori de ce crédit impôt recherche quand des entreprises ensuite suppriment des chercheurs. Notons également que la réduction d'impôt mécénat, dont le coût est principalement concentré sur les grandes entreprises, qui ont bénéficié de 563 millions d'euros à ce titre en 2021. La différentielle de fiscalité entre entreprises est également nourrie des dispositifs qui permettent à certaines entreprises des pratiques d'optimisation, d'évitement de l'impôt, voire de fraude fiscale. Trois principaux instruments d'évitement fiscal nous ont été décrits par les économistes interrogés. Et là, on est évidemment sur la question des multinationales, la manipulation des prix de transfert dans les échanges entre filiales, qui est un des points saillants de notre mission d'information, le transfert de dettes intra-groupes dans des territoires à fiscalité faible, la localisation des actifs incorporels, brevets, propriétés intellectuelles de manière générale, dans des territoires à fiscalité faible. Ces pratiques sont plus particulièrement, je le disais, l'apanage des grandes entreprises et surtout multinationales à structure complexe. Nous avons également pu constater à l'intérieur de ces grandes entreprises, je l'ai dit, des décalages importants. Au sein des entreprises du CAC 40, pour l'année 2021, par exemple, il y avait ainsi une entreprise sur deux qui déclarait un montant d'IS inférieur à 18 millions d'euros, contre une moyenne de 191 millions au sein de ce même CAC 40. Et on a aussi évidemment l'exemple de multinationales ayant des bénéfices extrêmement importants, y compris des dividendes, et payant quasiment pas, voire 0 euros d'impôt en France. C'est évidemment des sujets qui ont été relevés par l'actualité. Parmi les dispositifs qui permettent de creuser l'écart entre les multinationales complexes et les autres, on trouve également le régime d'intégration fiscale de régime Murphy. On y reviendra plus loin de ce point de vue-là. Également, deux autres secteurs qui montrent des disparités, c'est les entreprises dont le siège est à l'étranger, et notamment aux États-Unis, où là, on voit des écarts importants par rapport à des entreprises, par exemple, françaises. Et dans le numérique, c'est encore plus vrai, avec, par exemple, des entreprises étrangères payant 2% d'impôts du fait du prix de transfert, alors que les mêmes entreprises en France, étant assujetties à l'impôt comme les PME, ont des impôts bien plus importants.
Tout ça, évidemment, pourrait peut-être être amélioré par les piliers 1 et pilier 2 que nous décrivons, même si, au niveau du pilier 2, il y a notamment des exemptions de substances qui peuvent laisser penser qu'il y aurait beaucoup de dérogations, et les États-Unis, on le sait, se trouvent en rétif, et le pilier 1, pour l'instant, on ne sait pas s'il aboutira dans tous les cas. On a, je termine là-dessus, plusieurs 12 préconisations communes qui illustrent aussi l'excellent travail qu'on a mené, enfin, pour ma part, j'estime qu'on a mené avec le rapporteur général, dont on sait qu'on ne part pas sur les mêmes analyses économiques, mais on a fait un travail, je crois, véritablement important vis-à-vis des auditions, et ça nous a permis d'avoir des propositions communes importantes. Elles sont 12 au total. Elles visent à revoir les règles fiscales françaises, proposition 1.3, appuyer les projets d'harmonisation fiscale au niveau européen et international, à condition qu'ils permettent de lutter contre le dumping social et fiscal, 4 à 7, renforcer la transparence fiscale des entreprises, 7 et 8, améliorer les différents types de contrôles et de lutte contre l'évitement et la fraude, 9 et 12. Enfin, je terminerai là-dessus, il y a des pistes chacun que nous avons pu, dans nos conclusions respectives, définir. Pour ma part, principalement, elle tourne autour du fait que je pense qu'il ne faut pas attendre le pilier 1 et le pilier 2 et les résultats pour décider de politique justement vis-à-vis de ces multinationales, d'où la préconisation de reprendre la taxation unitaire proposée par Zuckman, qui permet de, j'allais dire, corriger l'imposition en fonction du chiffre d'affaires produit dans chaque pays. Par exemple, les 25% de chiffre d'affaires de Total en France, alors même qu'ils ne payent quasiment pas d'impôts sur les bénéfices, et également plusieurs mesures sur le renforcement des personnels de DG FIP et le crédit impôt recherche, où je propose l'option CPO qui a été avancée hier, c'est-à-dire le fait d'avoir un plafonnement qui baisse de 100 à 20 millions d'euros et supprimer les 5%. Vous découvrirez ça dans les documents. Merci beaucoup.